MySerious Game, c'est de la formation digitale, c'est de la formation à distance. C'est développer des compétences, les connaissances, des comportements, savoir, savoir-faire, savoir-être, relever tous les défis des ressources humaines. J'ai créé MySerious Game en 2014 en récupérant en fait toutes les meilleures innovations en pédagogie et en technologie. Et c'est le regroupement de tout cela qui fait qu'on s'est positionné très vite comme un acteur majeur du digital learning en France. Donc on a des métiers qui sont vraiment dans des univers complètement différents. Les métiers de la aide, éducation, formation, donc des ingénieurs pédagogiques, des personnes qui viennent construire, structurer, penser la formation. Et de l'autre côté, technologie, donc technologie vraiment au sens très large. Donc digital. On a des motion designers, des graphistes, des game designers, des développeurs, on travaille aussi avec des comédiens voix off. Puis après on va avoir les personnes qui vont faire le lien entre ces deux univers. Donc je pense aux consultants qui ont cette casquette de gestion de projet, qui viennent relier en fait l'EdTech. C'est vraiment une grande équipe et la particularité c'est que sur chaque projet, on va faire travailler 7, 10, 12, 15, 17 personnes car on a besoin de toutes ces compétences et toutes ces personnalités-là pour faire réussir un projet. Nous intervenons principalement auprès des grands groupes parce qu'ils ont des quantités d'équipes à former qui sont assez importantes et le digital se prête vraiment particulièrement bien à cet exercice. Et aussi des startups, des projets étudiants, parce qu'aujourd'hui le digital est quand même très accessible. Aujourd'hui, on travaille avec le BTP, avec le domaine bancaire, la grande distribution. On va travailler aussi avec le domaine public, à travers différentes entreprises, dans le ferroviaire, dans plutôt les ministères, etc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur un seul secteur. On a créé un département santé, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de clients dans ce domaine-là. Alors au niveau des thématiques, ça peut être vraiment varié. Il y a des thématiques, on va dire, plutôt transverses, de type la cybersécurité, ou alors des problématiques plutôt RH, tout ce qui est harcèlement au travail, télétravail en ce moment c'est aussi une thématique qui ressort beaucoup. On a du onboarding, du management, ça peut être des thématiques très orientées métiers ou ça peut être aussi sur un outil qui est utilisé en interne par les apprenants. Alors les nouveaux clients principalement on les rencontre sur des salons combinés learning et RH. On a aussi des demandes entrantes et appels d'offres aussi. L'important aujourd'hui dans la fidélisation de nos clients c'est d'instaurer un lien unique, une relation durable. Aujourd'hui, nos clients et la majeure partie de nos clients sont des clients historiques. On travaille pas sur de la formation one shot, c'est pas je veux un serious game sur le management, faites-moi ça et je vous le fais. C'est pas notre manière de travailler. On propose à notre client, surtout sur la partie avant-vente, aujourd'hui on n'a plus que des consultants, on n'a pas de vendeurs. L'idée c'est de conseiller notre client pour trouver la réponse à sa problématique la plus cohérente et efficace possible. On part jamais d'une solution pour leur faire une proposition, on part plutôt du besoin et ensuite nous on leur propose une solution adaptée. On a déjà une première phase d'analyse de son besoin, de son public, du contexte de formation. Et à partir de cette phase d'analyse du besoin, on va pouvoir écrire un synopsis. Et ce synopsis va définir la structure, l'architecture de la solution de formation, redéfinir, réécrire les objectifs opérationnels, les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques. Et nous, on va construire à la suite de ça une proposition commerciale assez détaillée qui va reprendre le concept pédagogique, des propositions aussi artistiques et votre délai, parce que c'est quand même toujours un sujet, hein. On est capable de déplacer des montagnes pour répondre à vos plannings, mais c'est vrai que c'est aussi une co-construction et c'est hyper important. Nous, on est des partenaires, nous on n'est pas des prestataires, on co-construit les choses ensemble. Plusieurs façons d'aborder le budget. Les clients des fois vont venir avec une enveloppe budgétaire en disant bah voilà, je veux former mes collaborateurs à la cybersécurité et j'ai un budget de X euros. Donc là, nous, notre challenge, ça va être vraiment de se dire, ok, quelle solution je peux proposer pour que ça rentre dans ce budget? Ou alors, on a une approche qui est tout à fait inverse. On peut avoir cet éventail de solutions pour ce type de budget. Après, si on veut aussi jouer sur le budget, on peut faire des propositions à tiroir en mettant différentes options et on arrive toujours à trouver un consensus. Le haut de gamme sur mesure, forcément c'est cher. Non, ça c'est une idée reçue. Le prix qu'on vous fixe au départ, vous savez ce que vous avez à la fin. Nous on s'occupe de tout, de A à Z. Il n'y a pas des refacturations de petites choses à droite à gauche, etc. Ce qu'on a prévu de faire,
on le fait dans le budget qui a été initialement prévu. Donc une fois qu'on a vraiment établi cette grille de recueil des besoins, qu'on leur fait une proposition, si elle est acceptée, on rentre dans la phase vraiment donc, gestion de projet. L'interlocuteur reste le même, donc de la phase commerciale à la phase de gestion de projet lorsque le projet est concrétisé, pour avoir en fait un accompagnement qui soit plus qualitatif que de multiplier finalement les interlocuteurs. On va avoir tout ce qui est réunion de lancement, cadrage interne, et kick-off aussi. Et puis après, on va avoir la conception pédagogique. Où là, on sollicite nos experts, les ingénieurs pédagogiques chez nous, qui vont travailler avec les experts métiers côté client. La pédagogie, c'est hyper important dans notre métier pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que la pédagogie, c'est quand même l'art de transmettre un message, donc essentiel dans notre métier. La deuxième raison, c'est parce que le caractère pédagogique et la dimension pédagogique de My Serious Game est différenciante dans le marché dans lequel nous nous trouvons. Concrètement, en fait, j'apporte sur un projet à différents instants. Donc une analyse, un challenge du recueil de besoins du client. La deuxième valeur ajoutée, c'est dans la construction du dispositif et donc de la réponse formation qui va répondre à cette problématique identifiée. Et donc c'est un savoir-faire particulier de structurer un message, de structurer un dispositif. La phase de conception technopédagogique ensuite, c'est-à-dire la mise en forme de l'ensemble des activités, est une valeur ajoutée. Nous, notre métier, c'est de sublimer l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que l'ingé-péda ne pourra pas fonctionner sans game designer pour faire un serious game, et inversement. C'est vraiment le mariage entre les 2 métiers qui va répondre réellement aux attentes. Donc ça passe forcément par des choix qui peuvent être difficiles, des fois, qui peuvent être même contre-intuitifs. Le fait de ne pas faire un jeu tout en 3D, etc., on aurait tout de suite ce réflexe, mais en fait ça va pas servir le propos. Faut plutôt revenir sur quelque chose de plus simple, plus minimaliste, qui va droit au but, mais qui donne quand même une certaine liberté, etc. Il y a tellement de modalités différentes pour tellement de demandes différentes. Et c'est vraiment ça qui est génial en fait dans notre métier, parce que il y a toujours quelque chose dans le projet qu'on nous demande qui va faire que on doit innover. On doit trouver une autre réponse. Et c'est pour ça que moi personnellement, ça fait 4 ans que je fais ma Serious Game et que pour l'instant, c'est pas prévu que je parte. L'étape d'après, ça va être le storyboard. Ça va être notre fil rouge. On va décrire tout ce qui va se passer dans la formation, à la fois les dialogues, les voix off, ce qui va se passer à l'écran, les activités pédagogiques. C'est vraiment la maquette de notre formation. Ça permet d'avoir un document de travail, un document d'échange avec le client et de pouvoir faire directement les ajustements sur le storyboard. C'est vraiment le client qui va connaître son métier et son message. Par contre, nous, on a de l'expérience dans la formation, dans la pédagogie, dans la manière de présenter les informations au niveau donc de l'histoire, des personnages, du graphisme, des mécaniques de jeu. Si le contenu est pas bien amené, on passe complètement à côté des objectifs de notre formation. C'est ce storyboard qui va être validé et qui va signer en fait la fin de la conception pour passer à la phase de production. Et donc là, il y a toute la phase de création des assets graphiques, développement technique de la solution. Ça peut être beaucoup du digital learning, ce qui reste finalement le support de formation le plus utilisé aujourd'hui. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la gamification, donc on développe aussi beaucoup de solutions web applications, des solutions en réalité virtuelle, réalité augmentée, des serious games aussi, forcément, d'où notre nom. On fait beaucoup aussi des web-séries sur format vidéo avec des vrais acteurs qui s'intègrent beaucoup plus dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, on consomme énormément de vidéos, donc c'est aussi un support qui marche beaucoup en ce moment. Des applications mobiles, aujourd'hui la plupart de nos cibles ont quand même des smartphones, donc ça permet de toucher un maximum de collaborateurs partout dans le monde. C'est ça aussi qui est intéressant, directement en téléchargeant une application sur l'Apple Store, sur le Play Store, etc. La gamification, c'est déjà un ensemble de règles, purement organique et dynamique, parce que le jeu vidéo évolue constamment. Donc ça implique de faire énormément de veille, d'être aussi un joueur. On va choisir les mécaniques de jeu qui vont répondre aux exigences en ingénierie de formation. Et pas l'inverse, on n'est pas un studio de jeux vidéo, on reste un cabinet de formation digitale. Alors on a des trucs classiques, comme les badges, tous les systèmes de scoring. Mais évidemment, il faut aller bien au-delà avec tout ce qui est lié au parcours utilisateur, l'expérience utilisateur, la narration environnementale par exemple. On va rendre la formation bien plus performante en augmentant l'engagement, en fluidifiant l'usage sans avoir de prérequis technologiques par exemple pour avoir accès à la formation. Donc la gamification, le game design, ce n'est pas uniquement du jeu, c'est l'art de délivrer une information digitale en la rendant fun et intéressante. Mon métier, c'est donc de créer tous les univers graphiques, les personnages, les décors. Quand on fait des brainstorming, on aime bien dessiner, donc de là on se dit bon bah
Ok, alors le perso, je pense qu'il peut ressembler à ça. On a quand même pas mal de talents dans l'entreprise, donc il y en a beaucoup qui savent dessiner. Hop, on le croque vite fait, et puis après sur Illustrator, je le crée vraiment de zéro. Moi, je suis là depuis longtemps, depuis le début, donc forcément, des univers, j'en ai fait des tonnes. On fait beaucoup d'univers assez corporate, dans les bureaux, etc. Après, c'est des univers aussi qui n'existent pas. On aime bien aussi faire des univers dans l'espace, sur des planètes, etc. Puis après, il y a des styles différents. On peut faire des univers assez réalistes, comme des univers en ce qu'on appelle 2D isométrique. C'est comme de la 3D, mais ce qu'on appelle la fausse 3D. On fait vraiment en fonction de ce que veut le client. Je suis 3D designer et ça consiste en la création d'assets 3D dans un jeu vidéo développé soit en temps réel ou soit en précalculé, pour faire des films d'animation par exemple. En amont, il y a un travail de dessin qu'on fait à la base, donc on va créer des croquis, qu'on appelle des blueprints, donc des dessins vue de face, vue de côté, vue de dessus, vue d'en dessous. On va intégrer ensuite dans le logiciel 3D et à partir de là, on va le modéliser. La modélisation, ça s'apparente un peu à la sculpture. On crée l'objet en volume. Après ça, l'objet, il va falloir lui donner un matériau, donc lui donner son aspect en fait visuel. L'équipe Unity, donc, elle s'occupe de récupérer ces assets-là et de venir les mettre dans les projets en 3 dimensions Unity. Alors l'avantage de la 3D, c'est de pouvoir accentuer l'expérience sur l'immersion. Et donc ça a pour but de former les équipiers à des manœuvres qui sont techniques. Et demain, ils seront en mesure de se rendre sur place et de trouver leur marque puisqu'ils ont déjà parcouru virtuellement les lieux. C'est vrai que la 3D est particulièrement adaptée à des formations techniques. Et il nous arrive souvent de modéliser des pièces très complexes comme une machine industrielle ou un moteur de véhicule par exemple. Tout un ensemble de mécanismes à comprendre avant de pouvoir le créer parce que cet objet ensuite sera modélisé, animé et vraiment vu dans le détail. À côté de ça, on a eu des objets plus basiques qui rentraient plus dans la conception de décor. C'est moins technique, c'est plus esthétique du coup. Et c'est tout aussi intéressant parce que c'est très créatif. Toutefois, pour pas travailler en mode tunnel, on va toujours donner de la visibilité à nos clients en envoyant des propositions graphiques, en lui faisant valider, en lui montrant des extraits d'animation, des extraits de la solution, pour qu'en fait le client à distance puisse suivre finalement l'avancée de son projet. Je suis Head of Engineering chez Masterhouse Game. Globalement, en français, ça veut dire que je suis responsable de tout l'aspect technique, notamment dans le projet, du début à la fin, voire même après la livraison. C'est de s'assurer que ce projet sera possible, premièrement, dans le budget imparti, c'est toujours mieux. Et puis derrière, accompagner toute l'équipe de développement. On a plusieurs pôles de compétences. Ça part du design, penser les interfaces, comment on va amener cette expérience à l'utilisateur et essayer d'avoir la meilleure expérience justement pour l'utilisateur, jusqu'au développement, où là, ça sera plutôt soit du web, soit Unity. On a vraiment toutes les spécialités, que ce soit du front-end, du back-end. Mon quotidien, ça va être d'abord de comprendre le cahier des charges, tout ce qui va être demandé, tout ce qui a été vendu également, toutes les interactions dont on va avoir besoin, si on a besoin de mettre en forme de la vidéo, de l'audio, des éléments graphiques que les graphistes vont nous donner, comprendre l'arborescence et comprendre le cheminement de où est-ce qu'on veut emmener les apprenants. Et une fois que tout ça est compris, c'est de coder du coup tout ça pour que les apprenants puissent suivre la formation. C'est-à-dire que évidemment le format habituel, on va dire, pour l'e-learning, c'est surtout l'ordinateur, mais on voit maintenant, surtout de nos jours, avec les nouveaux modes de consommation, que le téléphone mobile ou les tablettes sont aussi très utilisés. Donc l'idée, c'est d'avoir des solutions responsives, c'est-à-dire qui sont à la fois très bien faites pour le mobile, mais aussi sur ordinateur. Un challenge à venir, je dirais qu'on l'a déjà commencé, c'est celui du serverless. Alors serverless, qu'on pourrait penser, c'est sans serveur, même s'il y en a un, c'est en fait on a des serveurs à la demande, mais ça se gère à la seconde près, et non plus avoir des serveurs qui tournent en permanence la nuit ou le week-end, ce qui en plus d'être bénéfique pour le portefeuille du client, c'est aussi bénéfique pour la planète. C'est quelque chose qui a commencé en fin d'année 2020, qui a été testé notamment sur quelques projets pilotes début 2021, et qu'on va généraliser sur toute l'année, puis pour tous les prochains projets. Et puis ensuite, on va rentrer dans une phase de recettage. Ça consiste à avoir une première version de la formation qu'on va tout simplement tester, chez nous également, mais chez le client surtout. Et puis une fois qu'on a ajusté et vraiment pris en compte tous les retours des clients, on peut livrer la formation clé en main. Pour cette fameuse livraison finale, on aura déjà prédéterminé en amont ce dont le client a besoin. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui livre en fait un package de la formation que lui déploie sur sa propre LMS. De l'anglais Learning Management System. Donc grossièrement, c'est une plateforme en ligne tout simplement où sont diffusés et mis à disposition des modules e-learning à des apprenants. L'une des utilités bien entendu de la LMS, c'est de suivre les résultats de ces apprenants, le score,
le statut de complétion et bien entendu à quelle date s'y est-il connecté, à quelle date l'a-t-il validé. La plateforme permet aussi de générer des attestations, des certificats de réalisation à la validation d'un module. Donc aujourd'hui, tous les clients ont un LMS. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est intégré de leur côté, donc ce qu'on appelle l'infogérance est un peu en perte de vitesse. L'idée, c'est aussi de créer des solutions qui s'intègrent dans le quotidien des collaborateurs. Donc, on va développer, par exemple, des applications qui sont directement disponibles dans Teams, dans votre intranet ou dans vos réseaux sociaux d'entreprise. C'est plus forcément des formations qu'on va déposer sur une LMS. Alors, ça reste quand même le quotidien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre aussi dans une nouvelle ère qui est moins d'outils, une simplicité de connexion, une simplicité d'utilisation. On a un souhait commun, c'est que cette formation, elle soit efficace. Et c'est comme ça qu'on construit à la fois la formation, qu'on la développe et qu'on s'assure de l'efficacité par l'évaluation derrière. Et puis la proposition aussi d'un REX, donc d'un retour sur expérience, donc que ce soit avec le client ou en interne. C'est très important toujours de se dire on est dans un processus d'amélioration continue et on va challenger aussi nos méthodes pour toujours être les meilleurs, si je puis dire. Cette proximité, cette réactivité, cette bienveillance dans les bilans, dans les retours d'expérience qu'on peut avoir, c'est toujours la philosophie de l'entreprise. On travaille avec des experts métiers très pointus, on travaille avec des RH, on travaille avec une population complètement différente d'un projet à l'autre. Nos talents savent s'adapter vraiment à ça. Tout en étant bienveillant à chaque fois et pédagogue. Et dans un souci de qualité, on a toujours à cœur de recueillir l'avis des apprenants, savoir si la formation leur a été bénéfique. Donc dans ces cas-là, on a des capsules d'évaluation à froid qui rentrent aussi dans notre démarche de certification AFNOR, où on doit s'assurer des retombées de la formation, tant sur la qualité de la formation, mais aussi sur l'apport de connaissances, savoir si les données sont bien ancrées. On a coécrit avec l'AFNOR, avec la fac, une certification AFAC ingénierie de formation digitale, qui pose sur papier l'ensemble de nos préceptes pédagogiques et méthodologiques. On a eu à cœur de graver dans le marbre un petit peu nos méthodologies pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une forme de régulation du marché, c'est-à-dire de poser sur le marché et à disposition de tout le monde nos méthodes. La deuxième raison, c'est parce qu'on est dans un champ particulier, le champ du monde du travail, où les compétences évoluent rapidement. Et il était important qu'on puisse stabiliser notre méthodologie pour que, au gré des différentes arrivées chez My Serious Game, on puisse former et être certain de former correctement et de manière harmonisée. C'est un gage de qualité en effet parce que l'AFNOR est un organisme indépendant et on est la première entreprise à avoir été certifiée organisme appliquant la certification ingénierie de formation digitale. Donc c'est un gage de qualité effectivement et de reconnaissance sur notre marché. La certification AFNOR, nous, elle va asseoir notre méthodologie de travail et dans le quotidien du studio, c'est hyper important puisqu'on va venir vérifier à différents moments, au jalon de validation en fait, que les objectifs initiaux sont bien retranscrits dans la méthodologie. Et on va aussi s'assurer d'avoir une traçabilité maximale. Donc on travaille avec un workflow. Donc le workflow, ça fait partie de notre certification AFNOR. C'est un document navette, si je puis dire, qui nous permet de nous assurer qu'on est toujours en conformité avec le besoin émis. On parle aussi beaucoup, nous, chez nous en interne, de marketing de la formation. C'est comment on va faire en sorte que l'apprenant, il ait envie de faire nos formations. Aujourd'hui, on a quand même des problématiques qui sont récurrentes de collaborateurs qui vont pas suivre les formations si elles ne sont pas obligatoires. Donc, nous, on travaille beaucoup sur comment je vais faire comprendre à ce collaborateur que cette formation va lui apporter des solutions dans son quotidien, va lui apporter des compétences, des connaissances, potentiellement aussi un changement en termes de savoir-être. Nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner et de sensibiliser les commanditaires de la formation à l'art et à la manière de vendre leur contenu pédagogique auprès de leurs apprenants. Le plus important, ce n'est pas de créer la formation, mais de savoir comment la diffuser et comment faire en sorte que les apprenants soient au courant qu'elle existe. Parce que le mythe du « je crée la formation et ils vont s'y connecter », ça n'existe pas, il faut absolument pas faire en sorte que ça perdure. On peut très bien aller envoyer des emails, donc c'est des choses assez classiques forcément, mais on peut aussi imaginer des escape games, des animations autour de la formation. Il y a d'autres leviers qu'on peut activer, qu'on recommande d'ailleurs à nos clients de faire, c'est de créer des groupes pilotes, des personnes qui vont parler de la formation de manière naturelle, ainsi que le bouche à oreille est ultra important dans cette diffusion massive de la formation. Donc une fois qu'un projet est livré, déployé et qu'on a les premiers résultats, nous on aime beaucoup mettre en avant de belles collaborations avec nos clients à travers des livres blancs, des podcasts, des making-of vidéos qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux ou sur la page référence du site internet. Et en tant que responsable de la communication et réalisateur, mon travail il est vraiment facilité par la qualité de la production de toute notre équipe.
et l'enthousiasme de nos clients parce que on est tous très fiers de toutes nos réalisations. Et on a également une chaîne de podcast qui s'appelle Digital Learning Makers qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming et dans lesquelles on livre les clés de certaines de ces belles réussites en invitant aussi bien nos clients que des experts internes ou externes à My Serious Game. Et qui sait, peut-être que votre prochain projet sera mis à l'honneur prochainement.